Donc, petite FAQ parce que vous m'avez posé pas mal de questions, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou bien un message privé. Donc, je me suis un peu imprimé un doc là avec une dizaine de questions que vous avez un peu sur le côté investissement, bourse, finance, enfin différents sujets. Puis le but, voilà, c'est de faire un peu une première FAQ sur la chaîne, puis de répondre à pas mal de questions qui, je sais, vous êtes beaucoup à vous poser, notamment combien d'ETF, et les bonnes routines un petit peu appliquées en termes de finances, d'investissement, de trois plateformes, des questions un petit peu sur l'or, ce genre de choses. Donc c'est un peu les, voilà, j'ai cumulé un petit peu les différentes questions que je recevais assez régulièrement sur, sur Insta, sur LinkedIn ou autre, ou même fois des réponses à la newsletter qu'on m'envoie assez quotidiennement. Donc déjà de nouveau, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérémy. Aujourd'hui, j'aide les salariés et indépendants en Suisse à investir en bourse en étant 100% autonome avec un protocole qui prend moins d'1 heure par mois. Et tu as directement en description en fait une méthode, enfin la méthode qu'on utilise puis qu'on enseigne à nos élèves. Donc tu peux déjà la regarder, voir si elle te correspond. Et du coup, direct pour reprendre voilà, les premières questions que vous m'avez posées. La première, c'était combien d'ETF en portefeuille. Alors je ne sais pas si c'était combien d'ETF j'ai personnellement en portefeuille ou combien d'ETF est recommandé d'avoir en portefeuille. Je vais partir un peu sur les deux de toute façon. Aujourd'hui, à mon sens, ce serait pertinent d'avoir entre 4-5 ETF grand maximum. Et au-delà de ça, ça va vraiment être contre-productif. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment aussi réfléchir en termes de potentiel d'enrichissement. C'est-à-dire qu'entre le 1er janvier et le 31 décembre, vous allez du coup avoir votre revenu, donc un salaire, une épargne, etc. Et puis la question à se poser, c'est à quel point j'exploite correctement en fait ce potentiel d'enrichissement. Et le fait d'investir évidemment en bourse est du coup une bonne alternative, mais le fait d'investir dans des ETF, vous avez des paniers d'actions, pour refaire un petit peu de contexte, c'est vraiment un panier dans lequel il y a 100, 500, et deux fois 3000 entreprises. Et en fait, le fait d'avoir déjà un ETF, c'est déjà diversifié et on est déjà dans plusieurs centaines d'entreprises. Donc le fait d'avoir 2, 3, 4 ETF, on va déjà investir dans plusieurs centaines, si ce n'est milliers d'entreprises. Et au-delà de 4-5 ETF, alors on peut diversifier par région, par industrie, par différentes classes d'actifs, des ETF obligataires, en or, en actions, peu importe. Mais avec 4-5 ETF, à mon sens, déjà on peut s'en sortir avec un très bon ETF, un MSCI World. Je connais plein de gens qui ne souhaitent pas non plus investir, avoir une stratégie très élaborée, très étoffée en bourse, qui ont un MSCI World, et c'est parfait, et je suis intimement convaincu que ça correspondrait à 99% des gens. Mais il y a des gens qui veulent une stratégie un petit peu plus élaborée, un petit peu plus étoffée. Et pour ce type de personnes, aller jusqu'à 4-5 ETF, à mon sens, c'est assez pertinent parce qu'on va pouvoir couvrir justement peut-être 2-3 actifs qui sont hors cadre action, donc obligations, or ou autres. Et surtout, on va pouvoir couvrir la surface du globe, États-Unis, Suisse, Europe, pays émergents, Asie, peu importe. Et surtout des typologies d'entreprises qui sont différentes, avec des industries, voire même des tailles d'entreprises qui sont différentes. Et au-delà de 4-5, ce qu'on remarque souvent, ce que je fais un petit peu dans les audits de chaque élève qui rejoint aujourd'hui l'accompagnement, on a un formulaire d'onboarding qu'on leur envoie, bref, c'est une 10-15aine de questions pour vraiment comprendre la situation 360. Et souvent, ce que je remarque lorsque j'audite en fait des situations, c'est que ceux qui ont déjà investi, ils ont beaucoup trop d'ETF. Et en fait, ils ont beaucoup d'ETF qui se marchent les uns sur les autres. Et en fait, on exploite mal ce potentiel d'enrichissement que je te parlais tout à l'heure. Et vraiment réduire à allez, 2-3 ETF, ça pourrait correspondre à tout le monde, mais 4-5, c'est vraiment le grand maximum, parce qu'on va pouvoir couvrir une bonne surface, j'entends du globe avec les actions un petit peu mondiales, et avoir une stratégie qui est vraiment cohérente et qui ne va pas avoir des doublons justement à droite à gauche. Donc pour les ETF, je dirais environ 4-5. Est-ce que j'ai déjà perdu de l'argent? Ça, c'est une question qu'on m'a posée. Pourquoi? Parce que souvent on voit sur Instagram, LinkedIn, YouTube, peu importe, plein d'influenceurs finance. Alors j'aime pas ce terme influenceur et je me considère pas du tout comme un influenceur, juste comme un passionné qui partage, qui a monté une entreprise là-dedans dans l'enseignement, la formation et qui partage vraiment sa passion pour aider d'autres salariés indépendants à juste devenir autonomes avec leurs finances. Donc je me considère vraiment pas du tout comme un influenceur, mais j'entends la réflexion qu'avait fait cette personne que souvent on voit passer ces influenceurs YouTube, Instagram, qu'ils ont que de la réussite, que des super rendements, des super actions, vite les 5 actions 2026 à acheter, l'action en baisse à ce moment à vite acheter. Et du coup, je me posais la question si j'ai déjà perdu. Alors la réponse est oui, et pas qu'un peu, j'ai déjà perdu beaucoup d'argent. Je le mets, d'ailleurs je crois que c'est dans la vidéo de présentation que je te mets justement en description, mais tu as vraiment la méthode que je t'explique. En fait, moi j'avais commencé à acheter des actions Crédit Suisse. Alors bon, tu connais déjà la fin de l'histoire, évidemment, mais la simple réflexion que j'avais eue à l'époque, c'est du coup, je suis en Suisse, je ne sais pas comment investir, j'étais perdu, je ne savais pas quelle plateforme, je ne savais pas comment investir, dans quelle proportion, quelle action, ce que c'était un ETF, c'était inconnu pour moi. Je savais que je voulais plus investir via la banque parce que j'avais des frais qui étaient beaucoup trop élevés et je m'étais rendu compte du coût finalement que je payais à avoir des frais. Et du coup, je m'étais dit, il faut que j'investisse par moi-même.
on est en Suisse, la Suisse c'est le pays des banques, en fait j'ai investi dans une des plus grosses banques du pays, c'est bon, c'est safe. C'était vraiment fin de la réflexion. Et j'ai investi, c'était 10 000 francs à l'époque dans Crédit Suisse, et c'était, je crois, 2-3 ans après, non, 1 an et demi, 2 ans après, je sais plus, que du coup l'entreprise a fait faillite, rachetée par UBS. Alors c'est pas une vraie faillite, hein, officiellement, mais ça l'est en tout cas pour les actionnaires, ça l'a été. Et, vraiment ça a été une grosse perte pour moi, et je pense que j'ai aussi perdu beaucoup d'argent sur d'autres actions que j'ai peut-être pas vendues assez rapidement, ou des actions que j'ai achetées mais pas pour les bonnes raisons. Mais après c'était pas forcément chiffré, et je pourrais pas te donner un chiffre de combien j'ai perdu, mais j'ai encore fait d'autres erreurs par la suite qui m'ont fait perdre de l'argent. Typiquement ce que je te partageais avant avec les ETF, j'étais convaincu avant qu'il fallait avoir, avant il y a vraiment longtemps, quand j'ai commencé à découvrir un peu ce monde ETF, d'avoir un MSCI World et un S&P 500, c'était parfait. Et en fait, tu te rends compte assez basiquement que dans le MSCI World, toutes les entreprises du S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines, sont dans le MSCI World. Ce qui fait qu'en fait, j'avais déjà des doublons. Et donc, indirectement, en fait, c'est une perte. Pourquoi ? Parce que je n'exploite pas à mon plein potentiel mon épargne. Et donc, indirectement, même directement, en fait, je perds de l'argent. Donc, il y a vraiment eu cette grosse perte de 10 000 francs dans Crédit Suisse. Et puis le reste, c'était de la perte, mais c'était moins quantifiable. Donc, il y a eu de la perte, effectivement, mais il y a aussi du coup des gains et puis du rendement, comme je te partage un petit peu sur la chaîne, voire même dans la vidéo de la présentation de la méthode que tu as en description. Une autre question qu'on m'a posée, c'est un petit peu les bonnes routines à appliquer au quotidien, et je crois que la personne me posait la question en termes de finances personnelles, mais également en termes d'investissement. Et vraiment un hack, alors je sais pas, je suis désolé, il y a peut-être un avion qui passe, ça brouille peut-être un petit peu le son de la vidéo. Mais en termes de finances personnelles, un hack que je pourrais te donner en termes de routine, c'est de traquer un petit peu ses finances. Alors, soit au jour le jour, soit à la semaine, soit mensuellement. Ça, c'est vraiment la fréquence, c'est comme toi tu préfères. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de solution magique. C'est vraiment selon ta personnalité, selon ton emploi du temps, ta discipline, peu importe. Mais c'est juste de traquer en fait ses finances, son budget. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens font un budget, j'invente, mais en janvier. Mais ensuite, ils ne vont pas traquer février, mars, avril, etc. Est-ce qu'ils sont en train de se maintenir par rapport à ce budget ? Est-ce qu'ils sont en train de faire moins bien ? Est-ce qu'ils sont en train d'avoir une meilleure épargne ? En fait, ils ont un taux d'épargne qu'ils ont fixé en début d'année, mais il n'y a aucun tracking qui est fait via un Google Sheet, via un outil ou peu importe. Et vraiment, si je peux te donner une recommandation par rapport à cette routine, c'est vraiment d'avoir un tracking qui se fait au jour le jour, à la semaine, au mois, peu importe, mais d'avoir un suivi sur ta partie budget, où est-ce que part ton argent, et tu verras que juste des fois, c'est presque psychologique, mais juste mettre de la conscience de où est-ce que je dépense mon argent, 3 francs, 5 francs par-ci, par-là, juste déjà à la fin du mois, tu te dis, puis en fait, ok, mais 5 francs que je mets dans un café, par exemple, c'est vraiment l'exemple le plus basique, je mets, je sais pas, 4-5 francs dans un café, un Starbucks, peu importe, à la fin du mois, tu te rends compte que c'est peut-être 100-150 balles qui sont parties juste dans du café. Et peut-être tu as la question de te dire, mais en fait, est-ce que ces 150 francs, ils ne seraient pas mieux investi, mieux alloué dans justement de l'investissement, et est-ce que j'aurais pas un meilleur retour sur investissement que juste boire mon petit café le matin ? Et des fois, avoir juste ce tracking au quotidien de ses finances personnelles permet d'avoir ce genre de réflexion, puis de mieux allouer finalement ton cash sur l'année. Et pour la partie investissement, la discipline, c'est simplement de respecter en fait son DCA. Donc le DCA, c'est le dollar cost average, c'est le fait d'investir à intervalles réguliers tous les 25-30 du mois. Quand tu reçois ton salaire, tu investis une petite partie de ce montant, de ton salaire, ton épargne, en bourse. C'est vraiment de respecter ce montant-là de mois en mois et de ne pas faire d'écart parce que là il y a les vacances d'été, parce que là il y a bientôt X ou Y qui arrive et j'ai pas en fait l'épargne de montant. C'est vraiment de respecter en fait ces disciplines, parce que quand tu fais ces calculs de simulation d'intérêt composé, ce qui fait vraiment que tu as un gros résultat à la fin, un gros capital, c'est vraiment d'avoir respecté en fait cette discipline mensuelle, cette fréquence d'investissement. Et en l'occurrence là, le fait de couper en fait ça va du coup avoir un gros impact du coup sur ton capital à la fin. Donc c'est vraiment, je pense, la routine à appliquer, ce serait vraiment de respecter en fait ce DCA simplement. J'avais une autre question ici, c'est sur Revolut. Donc est-ce qu'il y a des impôts ? Alors des impôts qui sont prélevés depuis Revolut, alors bien sûr, parce que du coup dès qu'on investit en bourse, on va avoir des impôts sur le revenu, sur la fortune. Tu as d'autres vidéos sur la chaîne YouTube qui te parlent vraiment plus du point de vue fiscalité. On avait fait un live avec les élèves de l'accompagnement où j'avais fait une déclaration d'impôt fictive que je t'ai remis sur YouTube, que tu peux retrouver facilement sur la chaîne. C'était 1 heure et c'était vraiment du clic par clic, donc c'est vraiment excellent si tu veux faire ta déclaration d'impôt. Mais du coup la question c'était, est-ce que c'est bien d'utiliser Revolut comme plateforme et est-ce que c'est optimisé pour la partie déclaration d'impôt ? Pourquoi c'est optimisé dans le sens, est-ce que le formulaire que te donne Revolut, ça va être idéal pour remplir ta déclaration d'impôt ? Alors j'ai jamais utilisé Revolut pour faire ma déclaration d'impôt, donc je ne pourrais pas te répondre exactement si le document qui t'envoie
est adapté pour la partie fiscale en Suisse. Là, sur la vidéo dont je te parlais juste avant, on utilise vraiment Interactive Broker. J'avais pu extraire un PDF qui était fictif en l'occurrence pour vraiment faire la déclaration d'impôt. Donc Interactive Broker te fournit vraiment des documents pour ta déclaration d'impôt qui sont utilisables en fonction de, je sais pas si tu es en Valais, Canton de Vaud, Neuchâtel, enfin peu importe où tu es en Suisse, tu peux utiliser du coup ce document généré par Interactive Broker pour déclarer tes impôts. Revolut, je ne pourrais malheureusement pas répondre sur cette partie fiscale. Et puis pour la partie plutôt, quelle est la plateforme qu'on peut utiliser? Donc j'avais déjà fait de nouveau une vidéo sur YouTube qui te comparait les différentes plateformes auxquelles on a accès depuis la Suisse. Mais Revolut, aujourd'hui, tu vas avoir des frais qui sont compétitifs. Mais à mon sens, c'est plus intéressant de partir sur Interactive Broker parce que tu as vraiment des frais qui sont déjà bien, comment dire ça, plus avantageux. Alors, je n'ai pas comparé Revolut et Interactive Broker, mais c'est plus sur la partie en fait de la... je vais revenir là-dessus, mais des impôts, parce que je sais qu'Interactive Broker, tu as un formulaire à remplir pour éviter de payer des frais à double, des impôts à double, excuse-moi, sur les dividendes que tu vas percevoir des actions américaines. Et typiquement sur Revolut, je ne sais pas exactement si ce formulaire est rempli automatiquement, s'il faut le faire manuellement ou comment ça se passe. Donc j'ai moins de vision en fait sur Revolut si effectivement ça peut être un bon courtier. Je sais qu'ils ont des frais qui sont très compétitifs et souvent ce qu'ils font dans leur marketing, c'est ces types de banques en ligne ou autres. Ils ont souvent un marketing assez agressif sur le zéro frais, etc. Mais je préfère aller vers vraiment un peu des valeurs sûres. Interactive Broker, c'est coté en bourse, donc tu peux littéralement aller voir leurs chiffres, tu peux connaître leur stabilité, situation financière. Tu peux littéralement, enfin ils existent depuis 1900, je crois que c'est 78 ou un truc comme ça. Donc ils ont vraiment de la sécurité, de l'ancienneté, ils ont des frais qui sont compétitifs. C'est adapté justement pour un investisseur suisse pour la partie fiscalité, pour même les conversions en devises, quand tu vas convertir tes francs en euros, en dollars, etc. Alors je sais que Revolut, ils sont ultra compétitifs aussi sur sa partie frais, mais pour la partie impôts, c'est l'élément qui me ferait pencher pour Interactive Broker et actuellement j'ai pas assez de data, de données sur Revolut. Donc ça pourrait être intéressant un petit peu de creuser ce côté-là. Une autre question qu'on m'avait posée, c'était est-ce que investir dans l'or c'est pertinent et investir dans l'or physique? Alors, j'ai un avis assez tranché sur l'or. Pourquoi? Parce que ça va être vraiment une réserve de valeur. C'est pas vraiment un actif qui, comme la bourse ou comme l'immobilier, si on fait le parallèle avec un autre actif, l'immobilier ça apporte vraiment de la valeur à la société, à des humains. Ça permet à des humains de se loger et de vivre tout simplement. La bourse, ça permet de nouveau à des humains je sais pas, de manger, de se déplacer, de voyager, de travailler, d'enregistrer une vidéo, comme je suis en train de le faire, etc. Donc ça apporte réellement de la valeur à la société. Par contre, l'or, c'est une réserve de valeur. C'est-à-dire que l'or, physiquement en lui-même, dans ma main, j'aurais une poignée d'or, ça ne me sert à rien. Je peux ni manger, je peux ni me loger, je peux ni me déplacer, je peux ni contacter quelqu'un. C'est une réserve de valeur parce que c'est rare, il y a une quantité limitée sur Terre. Du coup, les humains ont décidé que ça valait tant. Et du coup, l'humain d'après, lui a dit qu'il était prêt à payer un petit peu plus. Et donc, ton morceau d'or dans la paume de ta main a pris un petit peu de valeur. Et par définition, ce n'est pas un actif sur lequel moi personnellement j'investirais, parce que de nouveau il n'apporte pas une réelle valeur à la société. Donc on ne peut pas de manière quantifiable dire l'or ça vaut tant, alors que typiquement une entreprise comme Netflix par exemple, on peut dire ça vaut tant, parce qu'on peut voir leur niveau d'endettement, on peut voir le nombre d'abonnés qu'ils ont, le nombre d'abonnés qui payent tant par abonnement en fonction du niveau d'abonnement premium ou pas, et c'est une simple multiplication, puis on voit que en fait Netflix a tant de chiffre d'affaires, tant de bénéfices, ça vaut tant. Puis ensuite, le marché, il va être raisonné, déraisonné, puis ça peut être tout d'un coup surévalué ou au contraire sous-évalué. Mais l'or, tu ne peux pas factuellement dire voilà combien vaut une once d'or ou un kilo d'or. Ça a une valeur parce qu'il y a des humains qui sont prêts à payer un petit peu plus, un petit peu moins en période, mais il n'y a pas un réel apport de valeur. Et c'est simplement pour ce fait-là que ça c'est vraiment plus personnel, ça n'engage que moi, que je ne suis pas très fan de ce côté investir dans ces actifs-là qui ne sont pas vraiment du coup un apport de valeur. Je trouve qu'il y a d'autres solutions pour apporter moins de volatilité à son portefeuille, parce que je comprends la logique de vouloir investir dans l'or. La logique derrière, c'est que finalement l'or va avoir un moins bon rendement sur le long terme, mais aussi une volatilité qui est moins élevée. Donc finalement, tu vas avoir moins de risques dans ta stratégie d'investissement. Et il y a d'autres façons, à mon sens, de baisser le risque, baisser la volatilité de ton portefeuille que de s'aventurer vers l'or. Et je reviens juste sur un autre élément, ce qui peut être pertinent quand tu t'intéresses du coup à l'investissement en or, parce que tu as plusieurs façons d'investir dans l'or. Tu peux investir dans de l'or physique, où c'est réellement juste de l'or qui est entreposé dans des bunkers, dans des banques ou peu importe, où là c'est vraiment tu investis dans de l'or physique. Ça peut être de l'or où c'est à réplication, c'est-à-dire qu'en fait l'ETF ou le fonds ou peu importe ce que tu vas acheter va répliquer le cours de l'or, et donc là ça va être avec des contrats swap, soit FD derrière, donc c'est pas réellement de l'or que tu détiens.
ou ça pourrait être même des entreprises, des minières qui sont dans l'extraction en fait d'or. Donc ça peut être, tu as différentes façons en fait d'investir, mais à titre privé, je ne suis pas extrêmement fan de cette stratégie d'investir dans l'or parce que ça n'apporte pas une réelle valeur et à mon sens, il y a d'autres façons de faire pour réduire un petit peu la volatilité de son portefeuille. J'avais une question qui était assez pertinente et que je trouvais vraiment intéressante. C'était comment savoir si c'est pas une arnaque, à quoi faire attention pour ne pas tout perdre. Donc le côté arnaque, c'était un petit peu pour finalement je veux investir en bourse. Comment faire déjà pour ne pas tout perdre. Et il y a ce côté un petit peu, on a un petit peu peut-être pas ce fantasme, cette fausse croyance que si on investit en bourse, on peut tout perdre. Alors je vais te dire que c'est faux, mais tu vas me reprendre parce que juste avant, je t'ai partagé que j'ai perdu 10 000 francs avec Crédit Suisse, ce qui est très juste. Et c'est vrai, on peut tout perdre si factuellement l'entreprise fait faillite. Crédit Suisse, c'est vraiment genre l'exception qui confirme la règle. Il y a très peu d'entreprises de cette taille, de cette ampleur, qui ont fait faillite de cette façon, mais ça existe et c'est le cas. Et vraiment, si on fait, et vraiment Crédit Suisse, c'est une exception parce que j'ai vraiment fait les choses. Enfin, j'ai tout fait faux. Sur toute la ligne, j'ai vraiment tout fait faux. Et si j'avais juste regardé les chiffres, si j'avais analysé le bilan comptable, le flux de trésorerie, le compte de résultat ou peu importe, en fait, on aurait pu pas anticiper la faillite, c'est vraiment impossible à faire, hein, personne n'a une boule de cristal, mais on aurait pu déceler que voilà, c'était pas un bon investissement, puis ça allait un petit peu dans le mur cette histoire. Mais est-ce que finalement investir en bourse est une arnaque? Alors non, parce que toutes ces entreprises, elles vont être cotées en bourse pour une raison. Donc elles vont être contrôlées par la SEC aux États-Unis, par la FINMA ici en Suisse, par je crois que c'est l'AMF en France. Donc elles sont surveillées par des organismes financiers où tous les chiffres que dévoilent ces entreprises, déjà ils sont accessibles publiquement et gratuitement sur Internet et surtout ils sont contrôlés. L'entreprise elle peut pas mentir sur son chiffre d'affaires, elle peut pas mentir sur son bénéfice net parce que du coup elles sont contrôlées, elles sont auditées vraiment chaque année. Donc il y a ce côté où en fait toutes les entreprises que tu vois et que tu vas analyser, c'est pas des arnaques, tous les chiffres sont factuels, sont véridiques et ont été vérifiés justement. Et est-ce qu'on peut tout perdre? Alors du coup factuellement oui, parce que si tu fais vraiment n'importe quoi, tu peux tout perdre comme moi je l'ai fait personnellement. Mais si tu mets en place quelques règles simples et basiques, je te prends un exemple tout simple, mais quand on analyse en fait le portefeuille d'action d'un élève ou quand on le met en place, on met plus de détails de ça, mais je peux te partager 2 règles qu'on met en place et qui peuvent déjà te grandement limiter ton risque. C'est ne pas avoir chaque entreprise qui dépasse 10% de pondération de ton portefeuille total. Tu as 10 entreprises en portefeuille, tu as 15 entreprises, Apple, Netflix, Google, peu importe. Chacune de ces entreprises ne doit pas représenter plus de 10% de l'ensemble de ton portefeuille. Et deuxième règle, c'est que chacune de ces entreprises, Apple, Netflix, etc., opèrent dans des secteurs qui sont différents. Secteur de la santé, secteur de la finance, secteur de la technologie, enfin peu importe. Et dans ton portefeuille, chaque secteur ne doit pas dépasser 20% de pondération. De sorte à ce que finalement, si une entreprise se comporte mal, a de la baisse, peu importe, eh bien en fait, c'est pas tout ton portefeuille qui est impacté et tu pourras jamais en fait tout perdre. Tu pourras avoir une baisse de, 8, 10, 15%, peut-être même 20% sur 1, 2 ans, 3 ans, mais tu n'auras pas une baisse totale, tu n'auras pas jamais une perte totale de ton portefeuille. Et ça, c'est vraiment des règles simples que tu peux appliquer, chose que du coup je ne faisais pas à l'époque parce que j'avais en plus investi que dans une seule entreprise, alors que quand on constitue un portefeuille d'actions, on met plusieurs entreprises, en général 10, 15 entreprises, et tu peux encore décorréler ton risque, ce qui fait qu'un seul événement ne va pas atteindre 2 entreprises de la même façon. Je te prends rapidement pour clôturer cette question un exemple tout simple, le Covid-19. Tout le monde est confiné chez soi. Si tu prends des entreprises comme Booking, typiquement, où du coup c'est voyages, loisirs, etc., les gens ne peuvent plus voyager, ne peuvent plus partir en vacances, réserver même des Airbnb, Airbnb qui est une boîte cotée en bourse. En fait, c'est des boîtes qui, pendant le Covid, ont vraiment souffert. Et en parallèle, tu as des boîtes comme Amazon, donc c'est la même situation, c'est le même Covid-19, mais les gens sont enfermés chez eux. Tout ce qu'ils ont à faire, en fait, c'est consommer sur Internet. Donc du coup, ils ont commandé à balle sur Internet, ce qui fait que Amazon a eu une forte croissance pendant le Covid, alors que Booking et Airbnb étaient un petit peu en difficulté. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ton portefeuille, tu peux avoir un portefeuille qui est antifragile, où le but, c'est justement d'avoir des actions qui sont décorrélées les unes des autres avec le risque, de sorte à ce que tu ne puisses jamais tout perdre. Sauf si, comme moi, au début, tu fais tout faux et tu mets dans une seule entreprise. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Une autre question, c'était est-ce que c'est le bon moment pour investir ou attendre? Et c'est vraiment quelque chose que je vais vraiment dire. Avant, je te partageais, tu sais, je vois beaucoup d'influenceurs sur YouTube, sur Insta, etc. Et souvent, tu vois dans les titres YouTube un peu des titres qui sont, disons-le, un peu putaclic, dans le sens les top 5 entreprises à investir, l'action du moment où il faut vite investir, etc. Et déjà, c'est pas jamais quelque chose que tu retrouveras sur ma chaîne, parce que c'est vraiment pas la façon de faire. Mais j'ai vraiment un avis assez tranché là-dessus, c'est qu'à mon sens, les opportunités, il y en a eu, il y en a et il y en aura. Et vraiment, c'est ça qu'il faut partir du principe. C'est qu'aujourd'hui, peut-être si tu regardes, je sais pas, les top 10 des entreprises du S&P 500, en fait, les 10 entreprises-là, elles sont trop chères par rapport à ce qu'elles valent.
parce que peut-être elles sont surévaluées ou autres. Mais si tu vas regarder d'autres entreprises, en fait, tu as toujours des opportunités. Tu as toujours des entreprises qui sont moins chères que ce qu'elles valent réellement. Et ça, c'est le premier point quand tu fais du stock picking. Donc, tu peux vraiment aller chercher des entreprises qui sont sous-évaluées ou du moins qui s'achètent à un prix correct. Parce qu'il y a tellement d'entreprises sur le marché que c'est impossible qu'elles soient toutes surévaluées en même temps. Et deuxième élément, je pense que c'est aussi un petit peu le sens de la question que cette personne nous posait, c'est en fonction peut-être un peu des crises, des guerres, des Donald Trump qui publient des tweets, etc., qui font trembler un peu le marché. Est-ce que finalement, quand on voit un peu toute cette incertitude, est-ce que c'est justement le bon moment maintenant? Est-ce que tout se casse la gueule? Ça fait pas enfin, j'entends que ça fait un petit peu peur. Et de nouveau, je reviens, il y a toujours eu des crises, il y en a et il y en aura. Hein, si on se replonge un petit peu dans le contexte 2019, 2020, 2021, en plein Covid, où littéralement la planète entière est sur pause, hein, due à une pandémie mondiale, en fait, on ne savait pas du tout ce qu'il en adviendrait dans 6 mois, dans un an, où est-ce qu'on en serait, est-ce que les entreprises feraient faillite, où est-ce qu'on en est. Puis aujourd'hui, on voit 5-6 ans après qu'en fait, tout est reparti à la hausse. Et en fait, quand on regarde historiquement depuis les 100 dernières années, il y a eu des guerres mondiales, il y a eu des récessions, il y a eu des Covid, il y a eu des présidents qui sont venus au pouvoir et qui ont fait n'importe quoi, de nouveau pour ne pas citer une deuxième fois, mais Donald Trump. Et en fait, le marché a toujours eu cette croissance simplement parce que du coup, les entreprises cotées en bourse, c'est juste ce qu'on consomme en fait au quotidien. Le téléphone sur lequel tu regardes cette vidéo par exemple, l'ordinateur, la connexion internet, enfin le Mastercard ou Visa que tu payes pour avoir du coup la connexion internet, ou bien que tu fais tes achats en ligne, les achats en ligne que tu fais, les vacances que tu réserves, la nourriture que tu achètes, la voiture avec laquelle tu te déplaces, enfin tous ces éléments-là sont juste une majeure partie du temps des entreprises cotées en bourse et en fait on les utilise au quotidien, on les utilisera dans 10 ans et donc simplement ça va continuer de croître. Et je voulais aussi revenir sur un dernier élément qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, quand il y a justement ces périodes de crise, nous, ce qu'on enseigne à nos élèves, c'est déjà d'avoir un fonds d'urgence avant de commencer à investir, c'est-à-dire avoir une épargne de précaution avant d'investir. C'est toujours pertinent d'avoir de l'argent liquide, pas investi justement en bourse pour pouvoir, je sais pas, ta voiture qui lâche, tu as un souci de santé, etc., avoir vraiment de l'argent à disposition pour pouvoir réagir et être serein aussi. Mais au-delà de ça, avoir ce qu'on appelle un fonds d'opportunité. C'est-à-dire une réserve d'argent, finalement, que tu vas utiliser lorsqu'il y a des périodes de baisse. Pourquoi? Parce que c'est vraiment que dans ces périodes de baisse, il y a une crise, il y a une guerre, etc., le marché baisse, donc on va pouvoir nous rajouter plus d'argent pour justement à long terme, puisqu'on sait que ça va remonter, on le sait factuellement, historiquement avec les études à l'appui, que le marché va remonter, justement d'avoir mis plus d'argent quand c'était en période de baisse, pour que lorsque ça remonte, nous on ait finalement un meilleur rendement. Et ne pas attendre que le marché monte pour justement mettre plus d'argent à ce moment-là. Et c'est juste en fait des biais un petit peu psychologiques où on a peur parce que ça baisse, du coup il faut peut-être attendre, c'est un petit peu ce qu'on se dit. Et en fait, quand du coup ça remonte, on se dit là c'est bon, il faut investir. En fait, rationnellement, de manière très froide, quand on réfléchit peut-être plus avec une vision long terme, c'est justement dans ces périodes de baisse qu'il faut investir. Et c'est pour ça que dans ces périodes de crise, c'est intéressant, et c'est ce qu'on met en place justement dans les élèves qu'on accompagne, ce fonds d'opportunité pour pouvoir saisir un petit peu ces moments. Le but, c'est pas de faire du day trading et puis d'être derrière son ordinateur et puis d'analyser des graphiques, mais le 25 du mois, le 30 du mois, tu vois que le marché est un petit peu plus bas que prévu, tiens, en fait, tu investis 200 francs en plus qu'initialement et ça te permet sur le long terme d'avoir un meilleur rendement, un meilleur retour sur investissement. Il y avait la question aussi, que faire avec un troisième pilier en assurance? Et ça, c'est assez personnel parce que forcément, ça va dépendre de ta situation, du troisième pilier, de qu'est-ce qui a été signé, conclu, j'ai pas le terme, de la valeur de rachat. Donc déjà, je t'inviterai à checker un peu sur la chaîne YouTube. J'ai vraiment fait d'autres vidéos sur vraiment cette partie troisième pilier, la partie 3A, 3B, la partie banque, assurance, que faire aussi avec un troisième pilier en assurance, le rendement, pas le rendement, la rente en cas d'incapacité de gain, le capital d'essai, enfin tous ces éléments-là, tu as vraiment d'autres vidéos sur la chaîne YouTube qui t'expliquent en détail tous ces détails sur le troisième pilier. Mais on pose assez régulièrement la situation de finalement j'ai signé un troisième pilier en assurance il y a, je sais pas, 2, 5, 8 ans, peu importe. Je sais dans un coin de ma tête que c'est pas forcément bon parce que j'ai trop de frais, etc. Qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, c'est vraiment un simple calcul de coût d'opportunité. C'est-à-dire tu vas prendre deux situations. Situation A, je laisse ce troisième pilier en assurance et à la fin, où est-ce que j'en suis? Situation B, je casse ce contrat en troisième pilier. Je sais que je vais avoir ce qu'on appelle une valeur de rachat. Donc je ne vais pas récupérer la totalité que j'ai mis dans le troisième pilier, je vais avoir une perte. Mais cet argent-là que je vais récupérer, si je l'investis en bourse, de ma propre gestion avec les frais qui seront quand même réduits parce que c'est moi qui le gère, en fait, à la fin, donc à 65 ans, où est-ce que j'en suis? Puis c'est vraiment en fait une situation de finalement si j'en suis là ou j'en suis là, quel est le meilleur rendement, la meilleure situation possible. Ensuite, ça va vraiment t'aiguiller à justement prendre cette décision de est-ce que ça vaut la peine de casser le contrat ou pas. Et ça, c'est vraiment
personnel à chaque situation. Je peux pas vraiment dans une vidéo comme ça généraliste dire si oui ou non il faut le faire ou pas, mais c'est vraiment un calcul de coût d'opportunité. Et si je peux donner aussi une règle un peu générale, c'est que si dans les premières années du contrat, généralement tu vas perdre quand même pas mal parce que toute la prime que tu vas payer va servir à alimenter la partie risque, donc c'est pas de l'argent que tu vas retrouver, et plus tu arrives sur les fins d'année, tu vas pouvoir retrouver un petit peu, mais souvent plus le contrat dure depuis je sais pas 8, 10, 15 ans, et tu vas avoir des parts très importantes que tu vas perdre parce que la valeur de rachat ne sera pas exacte par rapport à ce que toi tu as mis. Donc rapidement, tu as d'autres vidéos sur la chaîne qui t'apportent beaucoup plus de clarté par rapport à ça. Mais c'est vraiment un calcul de coût d'opportunité entre est-ce que je conserve finalement ce troisième pilier en assurance où je sais que j'ai factuellement des frais élevés, ou au contraire est-ce que je casse cette assurance, j'accepte une perte aujourd'hui franche de mon argent, mais je l'investis différemment et je vois que dans X années, en fait, j'ai un meilleur retour sur investissement. Et là, c'est vraiment propre à chaque situation et c'est vraiment un calcul de coût d'opportunité avec un simulateur d'intérêt composé à faire de ton côté. Et une autre question qui est assez intéressante, c'est est-ce que finalement il est trop tard pour commencer, enfin la question c'était plutôt quel âge, alors la question était mal formulée, c'était quel âge il est trop tard pour commencer, mais de ce que j'entends en fait c'est un petit peu jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut investir en bourse. Et tu vois par rapport à ça je voulais juste apporter un peu une précision pour te donner un petit peu aussi le contexte par rapport aux élèves qu'on accompagne. Aujourd'hui on est vraiment les salariés et les indépendants en Suisse, et dans ces salariés et indépendants le spectre est vraiment large, parce que si je te prends tu vois l'élève qui est le plus jeune, donc il a 19 ans, il a un petit peu d'études et puis il a un job à côté, enfin bref. Et la personne la plus âgée qu'on a dans l'accompagnement, et c'est intéressant parce que tu verras, c'est Michel en l'occurrence, que j'ai enregistré le témoignage il y a quelques semaines et qui va être publié, je crois, prochainement sur la chaîne YouTube, mais il a 83 ans. Et tu vois, aujourd'hui, il est déjà sur ce côté où il peut planifier un petit peu voilà, le côté presque un peu héritage ou autre, mais aussi comment est-ce qu'il peut profiter aujourd'hui, ou dans 2, 3 ans, 4 ans, peu importe, mais en fait, son argent pour pouvoir, je sais pas, retirer une partie pour des vacances, peu importe un petit peu les loisirs. Donc aujourd'hui, en fait, le spectre des personnes qu'on accompagne est vraiment large et il n'y a pas d'âge limite pour commencer à investir en bourse. Et souvent, moi, je trouve que c'est plus pertinent de parler en horizon de temps. Donc, quel est mon horizon de temps jusqu'à l'objectif? Principalement, ça va être la retraite, mais ça peut être un autre objectif. Et pas de parler de quel est mon âge aujourd'hui. Donc, j'ai, je sais pas, 45 ans, 54 ans, 62 ans, etc. Ça vaut plus la peine. C'est pas forcément la bonne façon. Et je te prends un exemple vraiment concret. Aujourd'hui, tu peux avoir une personne, et ça nous est arrivé d'accompagner des personnes dans ce cas-là, une personne de 25 ans qui a un horizon uniquement de 4, 5, 8 ans, par exemple, pour acheter un bien immobilier. Et tu peux avoir une personne de 45 ans qui a 15-20 ans devant elle pour pouvoir planifier sa retraite. Donc factuellement, le jeune est plus jeune que la personne qui a une quarantaine d'années, mais il a un horizon de temps beaucoup plus court parce qu'il aimerait acheter de l'immobilier dans, je crois que c'était 6 ou 8 ans, je sais plus la personne que j'ai en tête. Mais typiquement, il a un horizon de temps qui est quand même beaucoup plus court. Et je suis désolé, il y a du bruit à côté, donc je ne sais pas si ça s'entendra. Et la personne de 45 ans, elle a un horizon un peu plus long parce que du coup, elle a environ une 10-15aine d'années, si on prend peut-être même la cinquantaine, jusqu'à la retraite pour pouvoir en fait du coup investir. Et à mon sens, ce qui est pertinent, c'est vraiment de regarder l'horizon de temps jusqu'à l'objectif, en sachant que l'objectif, ça peut être une retraite, ça peut être un achat immobilier, ça peut être financer les études des enfants, ça peut être plein d'objectifs, une année sabbatique, peu importe l'objectif que tu as. Mais c'est vraiment important de regarder en fait quel est ton horizon de temps vis-à-vis de ton objectif et pas de dire en fait aujourd'hui je suis trop âgé, c'est trop tard pour moi, etc. Et de nouveau, je te mettrai, il y a d'autres vidéos sur la chaîne où je te montre un petit peu quels sont les 3 leviers à utiliser pour décupler en fait ton rendement en bourse. Et tu as rapidement le temps, le montant et le rendement. Le rendement, c'est un levier qui va être un petit peu hors de ton contrôle parce que c'est pas toi qui décides si tu fais 8%, 9%, 10% en bourse. Le montant, c'est un petit peu en ton contrôle, mais ça va être pas forcément totalement ton contrôle parce que tu peux pas exactement décider si tu veux investir plus, mais tu vas quand même être limité avec ton budget. Par contre, le temps, c'est vraiment le levier que tu peux activer dès maintenant et qui est le plus simple à activer parce qu'en fait, il suffit juste de commencer et surtout, il a la meilleure efficacité sur le long terme. Donc, voilà, j'ai fait un peu le tour des questions que vous m'avez posées un peu sur, par retour de mail là, sur la newsletter, par DM sur Insta ou sur LinkedIn. D'ailleurs, si tu es intéressé aujourd'hui à découvrir un petit peu notre méthode pour comment est-ce que toi tu pourrais aussi investir en bourse depuis la Suisse en étant 100% autonome, tu as le lien directement en description, je te montre la méthode qu'on utilise. Et si tu veux aussi avoir des réponses un petit peu à tes questions, n'hésite pas à directement m'envoyer un DM sur Instagram. La plupart du temps, je réponds toujours, la plupart du temps, je réponds toujours aux messages. Mais là, j'ai juste condensé un petit peu les questions qui m'étaient posées. Et tu peux même t'abonner un petit peu à la newsletter et puis tu verras que quotidiennement, si tu as une réponse, si tu as une question, un mail qui a été envoyé, tu peux en général me répondre et je te fais une réponse toujours personnalisée. Donc voilà, je te remercie pour ton temps et je te dis à la prochaine pour une future vidéo.